Salut Tony. Salut Patrick. Tony Frank. Ouais. Ça, c'est un bouquin de dingue. C'est 600 photos avec Johnny. T'as vécu des choses de dingue avec Johnny. Beaucoup de choses de dingue, ouais, beaucoup. J'ai même fini par oublier. On est allé à Nashville, en tournage, sur des clips aux États-Unis plusieurs fois. J'étais en tournée avec lui en Amérique du Sud il y a longtemps. Enfin, des trucs un peu. Je me suis retrouvé dans des inondations à Rio, avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Bon, on partait à la salle de spectacle avec Sylvie qui était venue nous rejoindre parce qu'elle venait passer 2-3 jours de vacances. Elle s'était gratinée. Il y avait de l'eau, le matériel flottait dans la salle de spectacle aux répétitions, donc on a annulé. On s'est retrouvés dans des rues de Rio avec des rats, plein de trucs qui flottaient. Sylvie était flippée, quoi. Moi, je pouvais à peine faire des photos, parce qu'à l'époque, c'était des films, de la pellicule. Donc, quand tu voulais changer le film sous la pluie battante, tu pouvais pas. C'était à la fois une galère, mais des souvenirs incroyables. Ouais, on n'oublie pas Johnny, on peut pas l'oublier. Non, je peux pas pas, parce qu'en plus, t'entends ces chansons sans arrêt, donc moi, j'ai pas l'impression qu'il est parti, quoi. Moi, il y a un truc que je t'ai demandé avant l'émission, j'ai dit, mais tiens, t'as gardé le téléphone de Johnny? Écoute, j'ai un téléphone. Tu ne peux pas l'effacer? Non, je peux pas l'effacer, donc j'ai un téléphone, je pense plus que ça fonctionne, mais enfin, on peut toujours essayer. Non, mais attends. Non, mais tu fais ça, tu dis, tiens, j'appelle encore, tu peux encore appeler Johnny, tu dis, mais comme s'il pouvait répondre. C'est... If you feel you've received this message in error, please hang up and try your call again. J'aurais dû te faire voir que c'est vraiment c'est Johnny, quoi. Ouais. Hallyday JH. Hallyday JH, ouais. Donc et son portable, tu l'as même pas effacé, son portable. Non, mais ça c'est le portable des États-Unis. Le portable français non plus. Mais bon. 06 22. 22, je me souviens plus. Je te l'ai donné tout à l'heure parce que tu aurais bien aimé l'avoir eu avant. Mais là, je me dis, c'est un truc de fou, quoi, parce que 22 34 76 93. Mais on va pas dire. Cela dit, si, ils vont se casser les dents si les fans appellent. Mais... Non, mais si les fans ils appellent, ils disent voilà, c'était là, Johnny répondait. Et Johnny, quelque part, il répondra toujours parce qu'au fond. C'est un phénix, quoi. C'est absolument. Enfin, malheureusement, il ne répondra plus au téléphone, mais il répondra. Il sera là, il sera présent. Quoi. Il avait conscience de ça, de cette immortalité quelque part, ou est-ce qu'il craignait? Je sais pas. En tous les cas, il le disait pas, mais je pense que effectivement, il aurait préféré peut-être mourir en scène. Ce qui aurait été une mort géniale. Il aurait voulu, tu penses, mourir en scène? Oui, absolument. C'est pour ça qu'il est resté le plus possible jusqu'à la fin, quoi. Parce qu'il était quand même pas très en forme au moment de la tournée des Vieilles Canailles, quoi. Il n'était pas bien, il le disait pas, mais il y avait de l'oxygène, des bouteilles d'oxygène derrière le rideau de scène, etc., quoi. Tu te dis qu'au fond, son public, c'était tout pour lui? C'est le grand amour de sa vie. Bien sûr. Il a eu plein de femmes, plein de fans. Oui, non, mais c'était le public avant tout. D'ailleurs, ça se voyait parce que les derniers temps, il arrivait derrière la scène, il était un peu voûté. Dès qu'il mettait le pied sur scène, il se redressait et puis ça démarrait, il balançait la musique, quoi. C'est un truc de fou parce que tes souvenirs, le Johnny Circus, ça c'était quand même un truc de fou. C'était un truc de fou. 70, c'était un truc de dingue parce qu'il y avait une espèce de match, de compétition entre Nanette Workman et lui. Donc c'était... Bon, c'est un peu, je peux peut-être le dire maintenant, mais c'était eux qui boiraient le plus de verres de rosé. Enfin, ils arrivaient, le spectacle commençait en retard tout le temps parce qu'ils étaient en train de traîner dans les restaurants, à manger et à boire surtout. Donc c'était un peu compliqué, mais ça a été assez dur. En plus de ça, il avait monté tout ça, Johnny, pensant que c'était bien d'avoir l'idée d'un cirque ambulant comme un vrai cirque, quoi. Et, donc le cirque était remonté tous les jours, comme le cirque Pinder ou je ne sais Medrano ou ce qu'on veut. Et le seul truc, c'est que ça n'a pas marché. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Et Johnny flirtait avec la mort. Tu as été témoin de ça. J'étais avec témoin. Nanette Walkman, qui était un amour de dingue, qu'il vivait avec elle. Oui, donc c'est vrai que j'étais témoin. Il y avait une pizzeria où toutes les tournées s'arrêtaient à Salon de Provence. C'était une espèce de croisement entre quand on arrivait de la côte ou quand on arrivait de Lyon. Donc on s'arrêtait dans cette pizzeria la pizzeria s'appelait Gu. Donc on était tous très potes avec lui. Les pizzas étaient super bonnes. Donc tu voyais, dans la salle, il y avait des chaises au long de Johnny Hallyday, de Claude François, tout le monde se croisait, de Sardou, etc. Et c'est vrai que dans la tournée de Circus, j'étais dans la tournée. Et donc à un moment, Johnny et Laetitia, quel lapsus, et Nanette
montent dans la chambre de Gu qui était au-dessus. Et puis ils boivent des coups. Et à un moment, Johnny dit tiens, il y avait un revolver qui traînait. Il dit tiens, je vais faire une roulette russe. Et il tourne le barillet et il tire comme ça, pensant que le flingue était vide, quoi. Et en fait, il ouvre, il y avait une balle dans le truc. Et il pensait que il voulait quand même pas mourir, pas non, prendre le mais risque. il pensait qu'il n'y avait rien. Mais il aurait pu être et mort. quand il a vu qu'il y avait une balle, qu'est-ce que... C'était, il n'a pas recommencé en tout cas. Ouais. Non, mais il y avait quelque chose comme ça chez Johnny. Oui, parce qu'en plus, il était quand même à la base fan de James Dean, comme nous tous. Donc, on ne pensait pas vivre aussi vieux, on pensait tous mourir jeune comme James Dean. Oui, avec tous les excès. En prenant des excès. Ouais, parce que c'est vrai, on peut raconter aujourd'hui, dire par exemple, comment parfois tu as été conduit à aller chercher de la drogue. Ah non, ça c'était une histoire avec Johnny n'a jamais touché tellement à ça, malgré ce qu'on raconte, quoi. Surtout comme il me disait, je fais de la tachycardie, je ne vais pas commencer à prendre des trucs excitants et tout. Donc Johnny, il est certain qu'il a bu pas mal, peut-être même trop, peut-être pas autant que Gainsbourg. J'ai de quoi comparer, mais je veux dire par là qu'il n'a jamais été dans l'excès de drogue. Non, ça c'est une histoire qui s'est passée au moment de... Quand on partait sur le vendredi 13 en croisière avec Dassin, et que la femme de Dassin m'avait demandé d'aller chercher un truc dans un restaurant dans les Halles pour lui rapporter sur le bateau, et que le restaurateur m'a dit tu sais pas ce que c'est, mais je te donne pas ce qu'elle a demandé, je te laisse partir comme ça. C'est la coque, quoi. C'était la coque, oui. Après, je l'ai su en arrivant sur le bateau, quoi. Oui. Et alors, qu'est-ce que Johnny il a dit? Johnny m'a dit t'as bien fait de rien prendre, de rien amener. Alors que la femme de Dassin m'a dit comment ça se fait que t'as pas emmené ce qu'on t'a demandé, voilà. Ouais. Donc, et Johnny après m'a dit t'as bien fait, parce que tu touchais pas à ce truc-là, quoi. Alors peut-être que vous êtes peut-être avec des chanteurs de groupe anglais ou américains, il a peut-être fait une fois ou deux, mais c'était pas son truc du tout. Oui, parce que c'est fou dans la variété. On n'imagine pas Joe Dassin, par exemple, comment il a pu tomber là et que finalement il est mort jeune. Non, je ne sais pas comment il est tombé là-dedans, mais il y a beaucoup de chanteurs ou de guitaristes dans des groupes californiens qui touchaient à ça, mais c'était une espèce de mode. C'est comme maintenant, il y a plein de gens qui fument de l'herbe, des pétards, du shit, tout ce qu'on veut, qui prennent de la coke, qui doivent des trucs merdiques en plus maintenant. Et puis, que faire pour les en empêcher? Personne leur dira. Jean-Marie Perrier avait fait un film à une époque pour dire que la drogue c'était de la merde. Oui. Et je crois que ça suffit pas, quoi. C'est comme même de fumer des clopes, des cigarettes. Moi, j'ai payé pour comprendre qu'il fallait arrêter de fumer. Oui, quoi. oui. Et je pense qu'on ne peut pas changer l'envie des gens. Et je ne sais pas pourquoi les gens continuent alors qu'on sait que c'est pas bien, quoi. Bien sûr. C'est pas bien, je veux dire, c'est pas bien pour la santé. Mais bien sûr. Joël, le groupe Il était une fois, tu as fait la pochette du disque, j'ai encore rêvé d'elle, la photo de pochette. Et Joël, que tu as bien connu, Richard De Witt, qui est le chanteur du groupe, il a dit que c'est Joe Dassin qui avait fait découvrir la drogue à Joël quand il partageait la scène à l'Olympia. Richard De Witt dit ce qu'il veut, je peux pas pas affirmer qu'il dit la vérité. Quelqu'un comme Joël a pu pourquoi pas. À l'époque, on traînait dans les boîtes jusqu'à 4-5 heures du matin. Un petit remontant, c'est peut-être pas mal. Oui, c'est dingue ces années-là. C'est dingue parce qu'on pense à Gainsbourg comme ça, mais on pense pas forcément, voilà. Ah, mais Gainsbourg, il touchait pas ça, il buvait beaucoup, quoi. Oui. Des alcools différents, des périodes différentes, de Piperman vodka, de Bloody Mary. Il avait un numéro d'ailleurs pour dire ce qu'il voulait boire. Non, il avait surtout des dosages qui étaient le double. Non, et puis il avait... Je sais, tu me parles de ça parce que effectivement, il buvait à une époque, il avait une période qui était le 102. Et le 102, à l'époque, les gens savaient que c'était un double 51. Et ça ressemblait, comme il mettait pratiquement pas d'eau dedans, tu avais l'impression qu'il buvait du lait, quoi. Tellement c'était épais, le pastis en question. Et donc tous les gens disaient à l'époque, les gens, le public, quoi, ils allaient dans un bistrot, ils disaient j'aurais un 102 comme Gainsbourg. Et un jour, je fais des photos avec lui et Charlotte, parce que à ce moment-là, Jane était séparée de Serge et Charlotte venait le week-end chez Serge. Et donc il m'appelle pour dire on va faire des photos avec Charlotte, tout ça. Et on fait les photos et au retour, il me dit on va aller dire bonjour à Jane, chez Jacques Doyon en fait, et on passe au Trocadéro, il me dit dis donc petit gars, comment on a bien travaillé, on va s'en jeter un. Donc on rentre dans un café et le serveur
voit Gainsbourg, et pour faire un peu le malin, il lui dit « Ah, monsieur Gainsbourg, bonjour, un 102 ». Et Gainsbourg lui répond « Ah non, un 153 », qui était triple dose. Donc. Il avait calculé vite. Ouais, t'as dû être complètement séché. Je crois que t'allais bien. Ouais. T'as dû être complètement bourré. Oui. Peut-être un peu. Non, mais là, ça fait, je me dis, voilà, quand même dire un mot de Jane. Oui, c'est là l'enterrement de Jane. Ah, non, c'est quand même un truc qui t'a foutu un coup. Gros coup sur la carafe. En plus, c'est un truc de dingue. J'avais une exposition de photos à Biarritz et j'étais dans l'expo. Il y avait bien évidemment beaucoup de photos de Jane, de Serge, au milieu d'autres trucs de Bob Dylan et, je sais pas, Rolling Stones, Madonna et compagnie. Et j'étais avec ces photos de Serge et Jane, et à un moment, je reçois un texto qui m'annonce le décès de Jane. J'ai vraiment pris un coup sur la tête. Ça m'a vraiment fait un drôle de couille. Et aux funérailles, quand j'ai vu les deux filles, Charlotte et Lou, rentrant en portant le cercueil, c'est assez lourd, quoi, franchement. Tu les as connues toutes petites? Ah bah oui, mais je les ai connues vraiment petites, quoi. J'ai connu Charlotte qui venait de naître dans un berceau, quoi. J'étais avec Serge et Jane pour sortir Charlotte de la clinique, quoi, à Londres. C'est dingue, hein. C'est dingue, tu étais même faire la photo fameuse, immense photo de la couverture de Melody Nelson, où Charlotte est dans le ventre de Jane. Absolument, ce jour-là. Elle a 3 mois. Ouais. Donc elle est sur la pochette de Melody Nelson, Charlotte. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de Jane? Qu'elle était lumineuse, radieuse. Et c'est pareil, j'ai pas franchement l'impression qu'elle soit partie, quoi, parce qu'elle était super présente, surtout pour le public français, quoi. Elle était complètement adoptée, puis cet accent inimitable dont je ne sais pas comment elle a continué à conserver cet accent, parce que ma femme qui est anglaise parle tout à fait sans accent, et Jane, je trouve que ça avait un côté charmant, quoi. Et je te dis, je crois que c'était devenu une icône dans le paysage français. Et je sais pas, elle manque, quoi. Ouais, tiens, le bouquin est dingue, celui-là, parce que ça, c'était avant, bien sûr, la mort de Jane. Même avant qu'on sache que ça sera un musée, ça s'appelle 5 bis rue de Verneuil. C'est les photos que tu as fait de cet appartement de Gainsbourg, cette maison de Gainsbourg, qui va devenir un musée. Hein, et ça te plaît que ça soit un musée? Ça lui aurait plu à Serge? Ah bah oui, je te pense, bien sûr, je pense que Charlotte a raison de le faire. À un moment, j'avais dit à Charlotte, ça va être compliqué parce que c'est quand même pas très grand. Et donc, comme il y a un tas de petits objets où ça va être abîmé ou volé même, pas méchamment, mais un petit souvenir de chez Gainsbourg. Et en fait, je pense qu'ils ont pris des dispositions pour que les gens puissent pas trop s'approcher, puisque c'est effectivement petit. J'ai pas vu comment ils allaient faire. Ils ont peut-être mis des protections transparentes, je sais pas. Et en face, il va y avoir une visite où il y aura un Gainsbar, et que j'ai vu en janvier, c'était pas tout à fait terminé. Avec, je peux sans trop dévoiler, je pense, on rentre et par terre il y a la même moquette que dans la maison de Gainsbourg qu'ils ont fait refaire à l'identique, lequel Serge avait déjà fait faire une moquette sur mesure avec un dessin spécial. Donc ça coûte une blinde. Oui. Après il y a des vitrines avec des objets, dont une photo ou deux que j'ai faite, à part Melody Nelson, la photo qui était prévue pour Rock Around the Bunker, où Serge est habillé en SS, où finalement la pochette n'a jamais été prise parce que je pense qu'on a dû dire à Serge qu'il allait trop loin. Et après, dans cette maison, il y a un tas d'objets dans les vitrines, tout ça. Et à un moment, on arrive dans un bar qui va s'appeler le Gainsbar, forcément. Tout est beaucoup de choses sont à l'identique que ce qu'il y a dans la maison, qui sont refait faire, mais à l'identique, pas des copies, mais avec le matériau le même que Serge, quoi. Donc il y a derrière le bar, il y a des petits miroirs qui sont les mêmes qu'il y a au-dessus de son lit dans la maison, quoi, entre autres. Ouais, des poignées de placard, 3 jours en Italie pour faire les poignées de placard. Ça te rappelle, évidemment, je vais te dire presque quel est le souvenir le plus dingue que tu as avec Gainsbourg, avec Serge. Oh, franchement, là, tu me prends au dépourvu. Bah non, tous ces petits trucs. On est allé, quand j'ai fait ces photos avec Charlotte et lui, on est sorti de ma voiture à l'époque, on se garait, il n'y avait pas de pas de place de parking, donc j'allais chercher avec ma voiture, on s'arrêtait, voilà, et donc j'avais fait du repérage à la Défense, sur le parvis de la Défense, pour me servir des miroirs qu'il y a sur les immeubles, parce que ça faisait réflecteur, quoi. Et on monte et il y a un petit commissariat, et Serge il rentre direct
dans le commissariat et il dit, il rentre et puis il dit au policier qui était là, il dit « Garde à vous !» et il leur pique un képi, il le met sur la tête. Et avec Charlotte, on a halluciné parce qu'ils l'ont mal pris, les gars, ils n'avaient pas fait gaffe, quoi. Alors avec Charlotte, on dit « Serge, viens, on s'en va !» Mais il a fait que plein de trucs comme ça, des blagues invraisemblables. J'ai un souvenir où à un moment, il avait trouvé un restaurant de couscous génial. Alors il nous avait invités avec Renaud, etc. Il tenait à nous servir tous à table. Enfin, et puis je sais pas, souvent j'allais chez lui pour parler de pochettes, de photos, de choses comme ça. Et j'arrivais. Mais il me disait, viens, on va d'abord déjeuner. Donc ça durait à l'époque 2 heures, 3 heures entre l'apéro, le repas où on mangeait pas trop, enfin où lui mangeait pas trop. On buvait des coups, pousse-café, machin. Et puis finalement, le temps passé, on parlait beaucoup de peinture, de l'école flamande, etc. Comme il était très fort là-dessus. Et il m'a branché là-dessus, ce qui fait que ça m'a donné beaucoup d'idées d'éclairage pour les photos par la suite, de clair-obscur, de choses comme ça. Et finalement, on finissait le repas, on n'avait pas fait les photos. Mais, comme je dis toujours, au moment de faire le boulot, on le faisait, quoi. On attendait peut-être des fois le dernier moment, mais au moins, on le faisait, quoi. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire comme souvenir ? Si, je suis étonné parce que il y a 2 questions que je n'ai jamais posées, que je ne pourrais plus lui poser. C'est que, pour faire l'intérieur de la pochette de Melody Nelson, c'est une photo de lui devant un mur de briques qui est dans la cour du 5 bis. Et j'ai dû faire 3-4 films ce jour-là, c'est-à-dire 100 à 120 photos, où donc j'essaie de le détendre, de le faire rigoler. Et donc il y a des photos, il fait comme ça, arrête, machin. Et toutes les photos, il regarde vers l'objectif. La seule où il ne regarde pas, où il est de profil, il regarde vers le bas, il a choisi ça pour l'intérieur de la pochette, j'ai jamais su pourquoi. Et je ne pourrais jamais savoir. Ouais. Jane, incroyable personnalité que Jane Birkin. Moi, elle m'avait dit dans une interview un jour, elle faisait beaucoup d'émissions de variété avec Claude François, qu'un jour Claude François l'a appelée en lui demandant de faire des photos, presque des photos porno. Ah, je m'attends à tout, là. Et qu'elle avait refusé. Ouais. En gros, il lui a dit je voudrais que tu écartes les jambes, quoi. C'est ce qu'elle a dit dans l'émission. Hein. Ouais. Ça t'étonne, ça ? Venant de Claude, pourquoi pas ? Surtout comme il voulait absolument faire ce magazine absolu, de magazine érotique, un peu dans le style de lui, magazine. Je pense qu'il faisait ça. Il faisait pas les photos lui-même, et il y avait un photographe qui était là et lui dirigeait un peu parce que il était peut-être un peu quand même obsédé par les minettes à l'époque, quoi. Ouais. Il était aussi insupportable que certains ont pu le dire, ou pas ? Ah oui. Pas mal insupportable. Maman, j'étais avec lui en tournée. Et sur scène, il y avait Tiki Olgado qui était son secrétaire à l'époque. Tiki Olgado qui est devenu comédien. Donc qui s'est vite dépêché d'aller devenir secrétaire de Johnny parce que Claude le maltraitait comme il maltraitait beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro HF, enfin sans fil. Donc il fallait... Claude, comme il bougeait beaucoup, il fallait tirer le fil du micro pour qu'il soit tendu, qu'il ne se prenne pas les pieds dans le fil. Alors, Tiki était chargé de ça, il était derrière les enceintes, et il tirait le fil. Il y a des moments, il y avait un moment d'inattention, et donc Claude sortait de scène en insultant, il l'appelait le nain, ou je ne sais pas quoi. Un jour, on est comme ça au Théâtre de Verdure de Nice, et après le spectacle, je vais dans la loge et je dis à Claude, on se retrouve à la pizzeria pour dîner, à la pizzeria où on allait tout le temps, moi. Et pendant ce temps-là, Tiki était en train de sécher le costume de scène avec un séchoir à cheveux. Et je dis, j'attends Tiki. Et Claude me dit, non, on va y aller tous les deux. Tiki n'y va pas, et il est puni parce qu'il n'a pas tendu le fil de micro assez, donc il ne viendra pas dîner. Donc il y a eu ça, j'ai fait des photos avec lui pour une ou 2 pochettes. Oui. Il y avait des... Oui, une pochette avec, on voit un mur de lumière derrière, célèbre pochette de Claude François. Il y a un moment où il est assis sur un tabouret, habillé en blanc, avec une rose à la main. Mais tu connais mon œuvre. Non. Donc, bref, je retiens un studio et arrive un défilé d'une dizaine de personnes, 12 personnes à l'époque, c'était beaucoup, quoi. Mais en fait, il faisait travailler des jeunes fans gratos, quoi, qui venaient, qui portaient des trucs de Claude François, un peignoir avec marqué des initiales CF, des babouches marquées CF, tout ça. Enfin, en même temps, pourquoi pas, avec une lampe à ozone dans la loge pour qu'il y ait de l'air pur, tout ça. Et je vois les jeunes filles avec des bleus sur les bras. Je me dis, qu'est-ce qui vous arrive ? On a eu 2 avertissements. Alors, il arrivait, il pinçait les gens. 2 avertissements. On fait attention parce qu'au 3e, on va être viré.
alors qu'elles n'étaient même pas payées, mais elles étaient tellement fans, groupies, quoi. Oui. Donc voilà, ils faisaient ça avec des musiciens aussi sur scène. Ils arrivaient, ils disaient paf, et merci pour le pain. Hein. Parce que le mec s'était planté en plus, c'était à l'époque des super jazzmen qui bossaient avec lui. C'était un orchestre qui s'appelait les Gamblers, avec lesquels il avait commencé en jouant de la tumba. Et des super musicaux, c'est les mecs étaient forcément un peu plus âgés que lui, mais faisaient la gueule, quoi, que Claude les engueule comme ça. C'est vrai qu'il était jaloux de Sardou, par exemple, quand Sardou est arrivé. Oui, il était un peu jaloux de tout le monde. Alors en même temps, on dit tout ça, toutes ces histoires de Claude François, il faut reconnaître que c'était quand même un grand professionnel avant l'heure. Moi, je pense que s'il n'était pas décédé, il aurait eu une chaîne de télé, il aurait eu un truc sur Internet, etc. Donc, je crois que cette histoire de vouloir être précis, enfin très pro, ça lui montait aussi boulot. Oui, et avec Johnny, ils se disputaient les mêmes nanas. Non, avec Johnny, il y a eu surtout des. En plus, Johnny avait dit le parcours des femmes, c'est d'abord c'est moi, et puis après il y a surtout eu des matchs à propos des hit parades, de savoir qui était premier au hit parade et tout ça. Alors, et puis Johnny disait que ce qu'il faisait, c'est pas du rock'n'roll, quoi. Et à l'époque. Oui. Et à l'époque et encore maintenant, c'est quand même le rock'n'roll. Oui, c'est vrai. Bon, il faut reconnaître que Claude François, je te dis, c'était très professionnel. Alors, je ne peux pas trop taper sur Claude François parce qu'il était très pote de mon ami Jean-Marie Perrier. Donc, voilà, chacun son truc. J'étais plus Johnny. Alors que Jean-Marie aime beaucoup Johnny. Hein. Ouais. Mais bon, il y avait une rivalité, c'est certain. Ouais. Et Sardou, on parlait de Sardou à l'instant. T'es plutôt les lacs du Connemara, toi. Je suis pas contre les lacs du Connemara. Tu ne trouves pas que ça sent la sueur Non, je suis plutôt les lacs du Connemara ou Véronique Sanson que Juliette Armanet. Ouais. Ça, c'est sûr. Voilà, oui, non, c'est certain. Mais Sardou, c'est quoi? C'est quelle personnalité, Sardou? Toi qui l'as aussi bien suivi. Sardou, il a toujours eu une grande gueule. Je me souviens d'une affiche, et on disait qu'il faisait toujours la gueule et tout ça. Donc, à un moment, un hasard fait que je fais une photo de lui, où il sourit. Et la personne qui s'occupait de lui à l'époque s'occupait un peu de tout le monde au point de vue relations publiques et publicité, qui s'appelait Gilles Paquet. Il voit cette photo que j'ai faite. Au dernier moment, il a changé la photo à l'imprimerie pour que Sardou ait enfin une affiche où il sourit, quoi. Il souriait, même il riait pratiquement. Ouais. Donc, non, il a toujours cette personnalité. Enfin, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il a toujours cette personnalité de grande gueule. Enfin, sa mère était une grande gueule aussi. Hein. Mais globalement sympa, quand même. Oui, bien sûr. Autre chose que Johnny, quoi, mais sympa. Mais bon, ils s'entendaient bien tous les deux, Johnny et Sardou. Ils s'entendaient très bien à un moment. Et puis, je sais pas, il y a eu un moment. Là, j'étais pas témoin, mais il y a eu une brouille qui est partie d'une histoire où. Mais une connerie, parce que Sardou a dit que c'était une connerie. Oui. Mais Johnny n'a jamais accepté. Johnny, dès qu'il avait un truc dans la tête, c'était comme ça, quoi. Ah ouais. Peut-être que si c'était revu après un bon repas, ça serait peut-être calmé, mais. Oui. Mais toi qui l'as tellement bien connu, Johnny, tu penses que ça l'aurait emmerdé tout ce qui s'est passé après sa mort? Il n'aurait pas voulu ça. Emmerdé, quoi, tu veux dire? Les histoires d'héritage, mais ça, quelle horreur. Ouais. Moi, je peux pas trop en parler. Je suis un peu comédie. Michel, qui dit que ça ne le regarde pas, que c'est des histoires de famille. On ne peut pas juger, mais enfin, comédie, moi, je suis plutôt du côté de David et Laura, quoi, parce que je trouve ça étonnant qu'il y a eu cette histoire de discussion, de haine absolue, quoi. C'est parce que aurait voulu Johnny. Enfin, c'est pas toi qui le connaissais. Johnny n'aurait jamais voulu ça c'est sûr. Je ne sais même pas, moi, personnellement, s'il aurait voulu être enterré là-bas, à Saint-Barth, parce que moi, je pense, honnêtement, mon avis, c'est qu'il aurait voulu être enterré à Ramatuelle ou à côté de Saint-Tropez, quoi. Alors peut-être qu'un jour, je ne sais pas, hein, mais moi, ça l'engage comme moi. Je pense que peut-être qu'un jour, il buvait un café près du cimetière de Saint-Barth. Il a dit, il est joli ce petit cimetière pas loin de la mer, et que tout le monde, enfin, suivez mon regard, on a déduit qu'il voulait être enterré là-bas. Mais déjà, c'est pas sympa pour les fans d'aller là-bas, ça coûte une blinde, il fait chaud, enfin, quel intérêt? Alors qu'il aurait eu, d'une part, il aurait été enterré en France, c'était plus pratique pour les fans d'aller lui rendre hommage. On lui aurait mis une statue Square de la Trinité ou au Carrefour. Là, il y a une statue à Bercy avec une moto en haut. C'est une statue, toi? Je sais pas. Non, mais je sais pas, c'est même Eddy, il a dit, je sais plus comment il a appelé ça, il dit, Mitchell, il a donné un adjectif à ce truc. Quelqu'un m'a raconté que c'est très bien pour les pigeons pour pouvoir faire leurs besoins dessus, donc c'est pratique pour ça. C'est d'une vulgarité et moche comme tout. Alors une vraie statue, même les joueurs de foot,
ils ont des statues qui leur ressemblent autour des stades à Londres et tout ça. Je pense qu'une statue aurait dû être mise, y compris un petit musée, au carrefour de Richelieu-Drouot, où tout a commencé avec le golf Drouot. On était tous là-bas. C'était plus normal qu'il y ait une statue là-bas, voire au square de la Trinité. Ouais, mais quel souvenir tu as. Tiens, voilà, un autre qui était un grand copain de Johnny, avec qui il a été en tournée, c'est Paul Naref. C'est quand même, moi je tire quand même cette pochette, cette affiche du cul nu de Paul Naref. Ça, tu te doutais ce jour-là, quand tu as fait cette photo avec lui, que ça allait marquer à un moment donné un fait de société. Non, ce que je me doutais surtout pas, c'est qu'il allait revendiquer le truc pendant des années en disant que c'était lui qui avait fait la photo, qui s'était habillé, qui avait été acheter les vêtements, qui avait monté le décor et tout ça. C'est pas vrai ça en fait? Ah non, c'est pas vrai du tout. C'est que on a fait une première. Moi j'ai envoyé des gens chercher des. Parce qu'en fait, on va passer ça va durer 1 heure, mais bon. Non, l'histoire, moi je m'en fiche, donc je raconte la vérité parce que j'ai pas de choses à inventer. Il se trouve que c'est une idée à la base de lui, de vouloir faire une affiche avec, comme à l'époque, dès qu'on avait les cheveux un peu longs, même comme je les ai là, on se faisait insulter et tout ça. Et donc, il a fait cette chanson « Je suis un homme ». Il décide qu'on fasse une affiche avec une chemise à jabot, comme avaient les groupes de rock anglais, les Kings et tout ça. Et on l'envoie, enfin je demande à des jeunes filles qui travaillent à Mademoiselle Ashton d'aller acheter une chemise à jabot pour faire les photos. Il m'avait dit « J'amène des pantalons ». D'accord. Et elles vont aux puces, et le marché aux puces était fermé au mois d'août. Donc elles vont dans un magasin à rive gauche, un grand magasin, elles vont à un petit stand Kenzo. Kenzo débutait à l'époque, donc elles achètent une petite... Elles savent pas elles n'ont jamais su pourquoi. Hein. Elles achètent une petite robe en mousseline, avec un élastique pour mettre à la taille pour les femmes. Et puis elles passent au rayon mariage. Elles achètent ce chapeau qu'il a sur la tête, des cerises en bois pour agrémenter le chapeau, et voilà. Donc je les retrouve au studio, et moi sur la route, je m'étais dit, comme il m'avait parlé de pantalon jaune et un pantalon rose fuchsia, enfin disons presque violet, je me dis je vais mettre un fond noir ou un fond gris pour que ça ressorte bien. Puis après je me suis dit, puisqu'on est parti dans les tons comme ça, on va mettre du rouge pour que ça claque sur les murs. Et puis c'était un peu dans la tendance des couleurs de ces années-là, quoi. Et donc j'installe tout ça, Paul Naref arrive, et avec ses pantalons, qu'on découpe pour qu'on voit jusqu'à la naissance des fesses. Et les filles prennent cette robe en mousseline, lui entourent autour des bras, lui passent autour du cou, ce qu'on met à la taille, l'élastique s'arrête là, et avec une agrafeuse et des épingles, elle lui façonne comme s'il avait des manches, c'est pas un chemisier du tout qu'il a. Et on fait les photos, je mets un petit éclairage. Et à l'époque, il fallait une cellule photoélectrique pour tout calculer, donc le diaphragme, etc. Quoi. Et donc on fait les photos avec ces 2 pantalons différents. Et voilà, et donc je donne les films à développer, puisqu'à l'époque il fallait quasiment 24 heures pour avoir des films développés en argentique. Le lendemain, on me livre les films. Et puis dans le magazine pour lequel je travaillais à l'époque, à l'heure du déjeuner, j'ai le directeur de la maquette, et puis qui était directeur du groupe de presse, qui descend, qui me voit projeter avec mon assistant ces photos. Il me dit, il cherchait quelqu'un pour les déjeuner en fait, et il me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis mais je projette ces photos. Il me dit c'est un poster pour le journal. Je dis pas du tout, c'est une affiche pour l'Olympia. Et il me dit au point où vous en êtes? Je dis bah ouais, moi aussi je me pose des questions. Il me dit au point où vous en êtes? Je dis quoi? Mais vous devriez enlever le pantalon. Je dis, je pense un peu comme toi aussi que ça va peut-être choquer à l'époque, quoi. Et je dis mais je vais peut-être pas oser lui dire. Il me dit rendez-vous. Je dis j'ai rendez-vous avec lui dans un resto en face de l'Élysée Matignon. Et mais moi j'ai tous les détails, donc Paul Naref a peut-être oublié. Le nom du restaurant s'appelait Les Trois Moutons, appartenait à Sylvain Floira, qui était le mec qui avait fait Europe numéro 1. Bref. Il me dit, je vais t'amener au restaurant où trouver Paul Naref et on va lui dire. Donc il m'amène à moto, c'était au mois d'août, je crois. Enfin en juillet, il faisait très beau. On n'avait pas de casque à l'époque, tout ça. On arrive au resto, Paul Naref m'attend avec sa fiancée de l'époque. Et puis il me dit, on va pas se dépêcher. On va se dépêcher parce que j'ai un jet qui m'attend pour aller à Genève. Déjà, pourquoi un jet? Il ne pouvait pas prendre l'avion de ligne, même en première ou en business, il avait loué un jet.
je t'ai prévenu que ça allait être un peu long l'histoire. Mais enfin bon, je vais en finir. Je lui ai dit, tu connais le Georges Oui, je connais très bien. Et donc il regarde les photos devant une petite lampe qu'il y a sur les tables. Il met ses lunettes, il regarde, il dit, ah très bien, très bien. Et le gars lui dit, Tony ne veut pas vous le dire, mais nous on pense que vous devriez aller plus loin. Ah bon, quoi? Enlevez le pantalon. Et l'humour de Paul Naref, il regarde plus le gars du tout. Hein. Il me regarde, il me dit, vous le changez quand, votre directeur? Et il se lève et il part. Le lendemain, ou le surlendemain, là où j'habitais, je reçois un coup de fil, puisqu'il n'y avait pas de téléphone portable. Et Paul Naref, de sa chambre d'hôtel à Genève, me dit, on recommence quand? Donc ça avait cheminé dans sa tête. Et une semaine plus tard, on a refait les photos. La même chose, j'ai remonté tout l'éclairage, tous les machins, j'ai calculé la lumière pour faire les photos sans pantalon. Oui. Voilà, et là, il t'a montré ses fesses. Il m'a montré ses fesses et j'ai eu droit. J'ai été convoqué à la brigade des mœurs, quai des Orfèvres, sous les toits, où les mecs m'ont dit. Je me suis retrouvé derrière un petit bureau, avec comme dans un film en noir et blanc, avec un type derrière une machine à écrire qui me dit, vous reconnaissez ça, vous êtes sujet à une amende, machin, atteinte aux mœurs. Voilà, donc l'affiche est restée 2 jours sur les murs de Paris. Oui. C'est la seule fois où tu as fait des photos de fesses. Oui, et pas pour Claude François. Non, mais lui, il faisait des photos de fesses. Oui. Ouais, ça, il pouvait pas. Ouais. Tu as fait une pochette avec Carlos, avec un chapeau. Ah oui, mais ça, c'était marrant. Tout nu, tout bronzé, 45 tours. On a repris un chapeau qu'on a mis devant. Et de face, cette fois-ci. Ouais. Et au lieu de lunettes blanches, on avait mis des lunettes de plongeur. Carlos, quoi. Oui, c'était génial, non, Carlos? Oui, parce qu'il me prévenait au dernier moment pour faire des pochettes, genre Seigneur Météo, avec un chapeau de Mexicain sur la tête, ou Big Bisou. Alors, comme à l'époque, il n'y avait pas Photoshop, il a fallu qu'on trouve une jeune dame sympa avec qui on mettait du rouge à lèvres, qui embrassait. On lui remettait du rouge à lèvres, parce qu'il est plein de traces de rouge à lèvres, de baisers de rouge à lèvres sur les joues, Carlos. Et Sylvie Vartan, tu penses souvent à elle? Tu as des souvenirs avec Sylvie? Oui, j'ai fait un voyage avec elle en Égypte, avec sa mère et David qui était petit. Et c'était vachement bien, on avait fait des photos près du Sphinx. Je crois qu'une des photos a servi pour un bouquin qu'elle a fait sur une biographie, quoi. Et non, j'ai pas mal aussi. Puis j'étais avec elle et Johnny à Los Angeles. Enfin, une fois de plus, c'était surtout, comme on dit, une cliente de Jean-Marie Perrier, quoi. Ouais. Donc j'ai fait des choses à Londres avec elle. Enfin, quand Jean-Marie pouvait pas, je dépannais. Ouais, ça marchait comment les photos? C'est-à-dire toi, ta première photo d'artiste, quand tu t'es retrouvé à dire je vais faire des photographies. La toute première photo que j'ai faite, c'est je me suis dit j'adorais le jazz à l'époque, il n'y avait pas du tout encore toutes ces histoires de rock'n'roll. Donc j'allais voir des concerts de jazz, ça le playait et tout ça. Puis un jour, je vois très peu de gens qui font des photos. Un jour, je me suis dit, je vais voir Louis Armstrong à l'Olympia, et je me suis dit, pourquoi je ne ferai pas de photos, quoi. Je vais essayer. En fait, je suis rentré par les toits et par la fenêtre des toilettes, où il y avait des barreaux, mais j'étais assez maigre. Je suis rentré par là et j'ai commencé à faire des photos. Louis Armstrong, il y avait 4-5 professionnels. À l'époque, il y avait beaucoup de quotidiens. L'Aurore, Paris Jour, je ne sais plus, Paris Presse, François. Et la plupart avaient plusieurs éditions dans la journée. Enfin, c'est une époque que les gens ne peuvent pas connaître. Il y avait la télé en noir et blanc, il devait y avoir peut-être même qu'une seule chaîne. Ça devait être je dis peut-être des bêtises, ça devait être en 61, quoi. J'avais 16-17 ans. Ouais. Donc, je fais des photos et les professionnels me disent, au bout de 3 morceaux d'Armstrong, disons, t'as une carte de presse? Je dis non, ils m'ont dit dehors, donc ils m'ont foutu dehors. Et je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. Je suis allé rue Comartin, où il y a les coulisses, quoi. Et je rentre, à l'époque, il n'y avait pas de service de sécurité comme maintenant. Il y avait un type dans une cabine, qui lisait un journal. Il me dit, si tu veux rentrer, tu rentres par là. Et je suis rentré, c'était les anciennes loges de l'Olympia. Alors je frappe à la porte, même pas, la porte était entrouverte. Je crois que je vois Armstrong, avec une dame derrière lui qui devait être son habilleuse, qui recousait des trucs. Et je dis, excuse me, can I take the picture, please, sir? Alors il me dit, hey, go ahead. Et alors il arrive,
le sourire de Armstrong, quoi. J'ose pas dire Yabron Banania parce qu'on n'a plus le droit de dire ça maintenant, mais c'est un sourire très sympa. Après, je fais une autre photo de lui avec un flic, avec un képi, qui signe des autographes, voilà. Et je ne sais quelle mouche m'a piqué. Il y avait un bottin qui traînait, et puis je me suis dit, au pif, je vais appeler un quotidien. Et donc j'achète un jeton de téléphone, c'était même pas des pièces, c'était un jeton qu'il fallait mettre dans la cabine. Et donc j'ai appelé le service photo de Paris Presse. Et le type m'a dit, on n'a rien à foutre de tes photos, machin. Je lui ai dit, mais j'ai 3-4 photos qui ne sont pas des photos de scène, qui sont des photos dans la loge. Bon, bah amène-les. Donc je suis allé rue du Louvre, à 10-11 heures du soir. Et le type me dit, on va te développer tes films. Donc il développe, il me dit, reste là, il y en a pour 20 minutes. Je dis, comment ça? Moi avant, je développais mes films moi-même, je mettais une demi-heure, un quart d'heure de séchage, enfin bon. Et le type, je dis, mais ouais, on va mettre de l'alcool et tout, ça va développer plus vite. Je me suis dit, ils vont bousiller mes films, enfin bref. Donc je repars, et le lendemain matin, au moment de prendre le métro, à l'époque, ils vendaient les journaux dans la rue. Il y avait le mec qui disait, France Soir, Paris Presse, Le Monde, comme ça, avec les journaux sur le bras, comme ils ont pendant des années vendu l'humanité, quoi. Et donc, au moment de prendre le métro, je vois sur la une du journal ma photo d'Armstrong. J'ouvre le journal, une page entière avec plein de photos. Et au fil de la journée, ça s'est un peu étiolé parce qu'il y a plusieurs éditions. Ils ont mis en une ce qui était peut-être plus politique ou plus... voilà, ils n'ont pas mis Prigorgine ni Poutine, à l'époque ils n'étaient pas là. Non, mais voilà, donc il y a eu... Voilà, c'est ma première... Et alors, la photo la plus marquante avec Johnny, ton souvenir, je crois que c'est une histoire de bagnole. Oui, la plus marquante, c'est qu'on me dit toujours quelle est ta photo favorite avec Johnny. Alors je réponds une grosse bêtise en disant je prends toutes les photos, je les jette en l'air, et celle qui reste collée au plafond, ça sera ma photo favorite. Si on prend le bouquin là et on prend une page au hasard. Voilà, donc en fait ma photo favorite, c'est la seule photo où on ne le voit pas. On est parti effectivement sur un clip pour un tournage à El Paso un matin et 5-6 heures du mat'. Et on nous avait donné une espèce de limousine, à savoir pourquoi. La maison de disques nous a envoyé la voiture et on arrive sur le lieu de tournage et il voit que les gens ne sont pas prêts pour le tournage. Il me dit, t'as qu'à sors, laisse-moi dormir, je vais redormir. Donc il s'allonge sur la banquette et il y a ces bottes qui dépassent de la voiture. Et j'avais un petit appareil dans la poche et donc je fais la photo. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment symbolique de la rockstar, quoi. Une limousine, des bottes en cuir comme ça, voilà. Et donc je fais 5-6 photos. Et quand j'ai développé le film en rentrant à Paris, je vois qu'en plus, sur le nom de la limousine, qui était peut-être une Cadillac ou peut-être pas une Cadillac, ou une Lincoln, je crois, mais la sous-marque, si je puis dire, le petit nom de la voiture, c'était marqué Saint-Tropez. Ce qui est quand même un énorme clin d'œil, quoi. Ouais. Donc voilà, pour moi, ça reste peut-être ça, quoi. Ouais. Et le dernier souvenir que tu gardes de Johnny, le dernier mot. Et parfois, il se confiait aussi à toi. Parfois, oui, mais non, moi ce qui m'a toujours... Père, sa solitude. Oui, mais c'est ça, c'est que on n'osait pas lui demander à quoi il pensait, parce que des fois il était dans un coin et il disait rien. Je ne sais pas s'il pensait au boulot, s'il pensait à ce qu'il aurait dû faire avant, plein de choses. Et moi je trouve ça, j'ai toujours trouvé délicat quand on demande aux gens c'est quoi, qu'est-ce que t'as un problème, qu'est-ce qui va pas. Donc c'est-à-dire que je pense que les gens quand ils ont un truc qui va pas, s'ils ont envie, ils se confient. Mais voilà, bon, non, je vais jamais poser à Serge non plus. Hein. Ouais. Maintenant, de nos jours, c'est plus, on pose plus facilement les questions, mais je ne sais pas si c'est. Ouais. Mais une sorte de mal de vivre au fond, à part la scène. Hein, oui. Johnny traînait. Oui, je pense qu'il y avait un mal de vivre. Est-ce qu'il était heureux, Johnny? Quelqu'un d'heureux? À des moments quand même, oui. Ouais. Il a eu ça, effectivement, à la naissance de Laura. David, j'étais pas vraiment là, mais je pense qu'à la naissance de ses gosses, même la naissance de David, il a fait une espèce d'aller-retour, quoi, parce qu'il était en tournée. Oui. D'ailleurs, tu allais sur les naissances des enfants de stars. J'ai une photo de Cynthia Sardou. Je crois que c'est la première photo. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça, exactement. Ouais. Elle vit au Canada aujourd'hui. Ah oui, on la salue. C'était, oui, j'étais même venu avec Carlos, je crois. Dans la clinique, avec il y avait Michel et Carlos, j'étais venu faire des photos de la naissance. Tu allais sur les naissances des... Je suis allé sur aussi des naissances de Caroline Lenormand pour les enfants de Gérard, oui. Ouais. Je sais pas, il me demandait ça gentiment, c'est comme... J'ai dû faire des mariages, je suis pas photographe de mariage pour autant.
bien que je vais bientôt faire, il paraît que Hugo Frey doit se marier, donc j'ai commencé avec lui il y a 60 ans. Alors ça c'est génial, le mariage d'Hugo Frey, quoi, 80 combien, 92 94. Depuis 15 jours, quoi, un peu moins. Donc il paraît qu'il va se marier, donc je vais peut-être être témoin et photographe à la fois. Tu l'as vu débuter quasiment, non? Hugues, bah non, c'est pas possible. Bah non. Non, j'en ai que 60. J'ai 16 ans d'écart, presque 17 avec lui quand même. Mais moi, j'ai débuté avec lui. C'était pratiquement mon premier reportage. Et il m'a présenté Bob Dylan, qui était complètement inconnu à l'époque. En 61 ou 62, qui est venu dire bonjour à Hugues, envoyé par des amis de Hugues, que Hugues avait connu à New York, qui s'appelait Peter Paul and Mary. Ouais. Qui ont dit, un jour, ils lui ont envoyé un câble, il n'y avait même pas de fax à l'époque, en disant, on a un pote qui atterrit au Bourget, est-ce que tu peux aller le chercher, quoi. Tu as un souvenir avec Sonny and Cher, non? T'as un truc là. Ah, Sonny and Cher. Sonny and Cher, mais plus personne ne sait qui c'est. Bah si, les gens connaissent encore Cher. Un tube énorme. Ouais. Et Sonny and Cher. Bessera est fan de Cher, à tel point qu'il m'a demandé une photo qu'il a mise chez lui, dans sa maison à Houlgat. Je lui ai fait un agrandissement. Il adore Cher. C'est dur à dire, mais Cher, c'est super. Donc, non, oui. Mais c'était la grande époque, je veux dire, par là, c'est que t'es arrivé. Oui, non, mais Sonny and Cher, ils m'ont invité. J'ai fait des photos avec eux à Londres, à l'époque, c'était des grosses vedettes, des grandes vedettes, quoi. Ils chantaient I Got You Babe, je sais plus quoi d'autre, bon. Enfin, ils étaient vraiment numéro 1 hit parade, etc. Mondialement, hein. Et comme j'étais devenu assez copain avec eux, ils m'ont invité à venir chez eux aux États-Unis dans un truc qui s'appelle Bel Air, une espèce de truc où il y avait toutes les stars. Il y avait Roman Polanski. Quand je suis arrivé, Sharon Tate venait de se faire assassiner, quoi. Donc ils m'ont envoyé un chauffeur à l'aéroport de Los Angeles, un type, une énorme Rolls avec le chauffeur est assis à l'extérieur, et tout était comme la reine d'Angleterre, quoi. Alors j'ai halluciné parce que pour arriver dans ce quartier de Bel Air, tu passes carrément comme des postes de douane, quoi, une police privée, avec des barrières. Donc j'étais dans la voiture et je passe ces trucs-là, et puis arrivé devant la maison, l'énorme maison, quoi, une espèce de comment on appelle ça, un petit, pas un palais, mais enfin il y a un autre nom pour ça que je trouve pas. Et donc le chauffeur s'arrête, et puis maintenant c'est démodé ce que je vais dire, mais dans les années 60, le type sort une boîte de la boîte à gants, une boîte en plastique qui faisait comme ça, et la grille s'ouvre. J'étais comme ça, j'en revenais pas, quoi. Après, la moquette épaisse comme ça, dans une chambre qui a la taille d'un living room de maintenant. Et voilà, tout était comme ça, avec Sonny and Cher. Bon, ils faisaient des shows, il y avait plein de gens qui écrivaient leurs shows, tu vois, c'était un peu des shows comme Maritier et Gilbert Carpentier, ouais, mais avant. Donc peut-être que Maritier et Gilbert Carpentier se sont inspirés de ça. Non, mais quel souvenir. Merci Tony. Oui. Ouais. Merci, je suis désolé, j'étais un peu long. Non, au contraire, trop court. C'est beaucoup trop court. Là, j'aurais pu te faire parler. Tiens, Mike Brandt, tu as fait des pochettes, non? J'ai fait des photos de Mike Brandt quand il est arrivé en France, qu'on ne le connaissait pas du tout, que Sylvie et Carlos l'ont découvert là-bas en Israël. Et on m'a dit, il faudrait que tu fasses des photos de lui pour voir ce qu'il rend en photo. Donc je me suis retrouvé en Bretagne, chez un type qui s'appelait Gérard Tournier, qui était éditeur de musique, qui avait même acheté les éditions des Beatles pour la France. Donc j'ai fait les photos de lui, puis après, il est devenu ce qu'il est devenu, Mike. Un mec un peu paumé aussi, je crois. Tu le voyais, ça? Tu le voyais? Non, parce qu'il était tellement content, beau mec et tout, ça marchait à mort, puis il chantait super bien, quoi. C'était peut-être pas forcément mon truc musical, mais il faut reconnaître qu'il chantait bien, mais le type, au bout d'un moment, je crois qu'il n'a pas assumé on ne disait pas vraiment star à l'époque, mais enfin, son statut d'énorme vedette, quoi. Et je crois que ça allait pas bien, en fait. C'est ça le problème. Ouais. Il avait quand même essayé 2 fois. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Ton appareil photo, tu le tiens toujours pas trop loin de toi? Plus souvent qu'avant, ouais. Je veux dire, il est plus éloigné qu'avant. Parce que faire des photos maintenant, pourquoi, pour qui? Il n'y a plus trop de support, il n'y a plus de magazines bien imprimés. Mais une photo, c'est quoi pour toi, Tony? C'est un moment d'une vie, mais... C'est saisir la vie qu'il y a dans le... Je pense aux photos avec Johnny, des regards de Johnny. Oui, mais c'est ça. Je pense que
c'est surtout un sentiment que la personne te renvoie ou qu'il a à ce moment-là. C'est pas un truc retouché où on enlève tous les stigmates de la vie. C'est pour ça que je déteste les photos retouchées, parce qu'il n'y a plus rien, c'est vide, quoi. Donc je pense qu'à l'époque, on faisait plus de photos naturelles. Et je pense que c'était plutôt mieux, parce qu'ils donnaient quelque chose, les gens. Et c'était ça qui était important dans un instantané, quoi. Je pense. Ouais. Clin d'œil donc à Gainsbourg. Ah oui. Avec cette maison qui va se rouvrir. Oui, absolument. Normalement, le 20 septembre. Ça a déjà été les gens vont repoussé. pouvoir aller voir la salle de bain, la baignoire. Oui, absolument. Je pense. Oui. Tu as tellement de souvenirs. Donc, oui, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs. Et en plus, tu me refais penser à Jane, ce qui est un peu triste. Mais bon, je pense que la vie doit continuer. De toute façon, malheureusement, la mort, on continue comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci Tony. Tony, regarde ça. Ouais. Ça, c'est un bouquin. Ah, mais c'est une Bible. Non, je crois que ça les aide pas mal. Je crois. Ah ouais, non, c'est fabuleux. Et puis là, ça, tout le monde va repartir en visitant la maison de Gainsbourg. Tout le monde va repartir avec le bouquin. Et puis en plus, c'est Charlotte qui m'avait demandé de faire ce bouquin. Les photos sont absolument magnifiques. Des objets comme ça, le musée Gainsbourg, la maison, l'intimité. Il y a l'original de la manuscrit de la Marseillaise. Et tu sais quoi, il y a beaucoup de toi dans toutes tes photos, parce que chacune des photos, si elle est si réussie, c'est que je sais que ceux qui faisaient cette photo te regardaient. Et c'est pour ça que la photo est belle. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Il y a le photographe derrière. Merci Tony. C'est moi, merci beaucoup. À la prochaine. Tu te dis que je m'en